La misère et le déficit, la banqueroute probable, ne sont pas les seuls problèmes qui se posent à la fin du règne de Louis XIV. La monarchie absolue elle-même s'attire des critiques. Le règne de Louis XIV a une face sombre, et c'est la plus importante parce que c'est celle qui concerne tout le monde. Il est vrai que Louis XIV s'est fait célébrer comme le protecteur de la paix, ce qui fait un peu sourire, et aussi comme le protecteur des arts. Il est vrai que de grands artistes ont travaillé à Versailles, Mansart, Le Vau, Lebrun ou Le Nôtre. Ils avaient été découverts par Fouquet et avaient bâti le magnifique château de Vaux. Il y a beaucoup de grands auteurs à l'époque, comme Molière pour la comédie, Corneille, mais qui toutefois a fait ses débuts sous Louis XIII, et Racine, qui est historiographe du roi. Et donc beaucoup chantent la gloire de Louis XIV, mais en réalité Louis XIV les paye pour cela. Le tableau du grand siècle est ainsi bien différent quand il est dépeint par des auteurs étrangers, ou encore par La Fontaine ou La Bruyère, qui sont très critiques. Le château de Versailles lui-même, comme le dira un visiteur étranger, était un monument d'orgueil plutôt que de goût. Certes, tous les malheurs du temps n'étaient pas de la faute de Louis XIV, mais quand on exerce un pouvoir absolu, il faut tout de même accepter une responsabilité absolue. Il faut préciser que selon Saint-Simon lui-même, qui n'est pas un admirateur inconditionnel de Louis XIV, le roi est une mort édifiante, une mort chrétienne, dans le sang de Jésus-Christ, dit Saint-Simon. Et il mourut après s'être longuement confessé et repenti de ses fautes. Toutefois, à la fin de ce trop long règne, les critiques ne manquent pas. Fénelon, par exemple, François de Salignac de la Motte Fénelon, évêque de Cambrai, qui était précepteur du duc de Bourgogne, avait écrit à l'intention de celui-ci un livre qui s'appelait Télémaque, dans lequel il critiquait la monarchie absolue et préconisait la création d'assemblées représentatives pour partager le pouvoir. Ce duc de Bourgogne, c'est le petit-fils de Louis XIV. Et ce duc de Bourgogne pensait, en observant son grand-père, qu'il était difficile, peut-être impossible d'aller au ciel quand on était roi. Il y eut aussi le maréchal de Vauban qui publia le projet d'une dîme royale et préconisait un impôt proportionnel, avec un taux unique, touchant tout le monde. En effet, le principal impôt, c'était la taille, dont la noblesse, le clergé, ainsi que les habitants des grandes villes étaient exemptés. Mais Louis XIV prit fort mal cette initiative et exila le maréchal sur ses terres. Quant au duc de Saint-Simon, célèbre mémorialiste, il n'est pas alors connu comme mémorialiste, car ses mémoires ne seront publiées qu'au XIXe siècle. Néanmoins, il préconise une participation de la noblesse au pouvoir, comme cela était le cas à l'origine. Et ces idées inspireront le régent pour établir la polysynodie. La fin du règne de Louis XIV est d'autant plus triste qu'il est frappé par des malheurs personnels qui ont en fait des implications politiques. En effet, le grand dauphin mourut en 1711, et l'année suivante ce fut le tour du duc de Bourgogne en 1712. Et en 1714, c'est le troisième fils du grand dauphin, le duc de Berry, qui mourut. L'héritier présomptif du trône devenait donc le duc d'Anjou. Ce n'est pas le même duc d'Anjou qui est devenu Philippe V d'Espagne, mais l'arrière-petit-fils de Louis XIV. C'est un enfant de 4 ans et de plus de santé fragile, si bien qu'on ne l'élèvera pas à Versailles, qui est construit sur un marécage et dont l'air est malsain, mais à Vincennes. Si cet enfant venait à mourir, l'héritier du trône deviendrait, normalement, le duc d'Anjou précédent, c'est-à-dire Philippe V d'Espagne. Mais celui-ci ne peut pas monter sur le trône puisque le traité d'Utrecht le lui interdit. Il interdit de réunir les couronnes de France et d'Espagne. On pourrait bien sûr bafouer ce traité, comme on le fait d'habitude, mais cela provoquerait immédiatement une guerre européenne. Or, la guerre de succession d'Espagne a déjà duré 13 ans. En réalité, il y a d'autres héritiers. Il y a d'abord le duc d'Orléans, neveu de Louis XIV. Et il y a encore les princes de Condé et les princes de Conti, qui sont aussi des Bourbons. Mais ces hypothèses déplaisent à Louis XIV. Apparemment, il ne veut pas que quelqu'un monte sur le trône, à moins d'être son descendant. C'est pourquoi il va rédiger un testament dans lequel il va prévoir un conseil de régence, qui sera certes présidé par le duc d'Orléans, mais avec le duc du Maine qui sera chargé de l'éducation du jeune roi jusqu'à sa majorité, et qui aura le commandement de la maison du roi, c'est-à-dire la garde, une troupe très nombreuse. Et pour compléter ce testament, il va publier en 1714 l'édit de Marly, cet édit légitime les bâtards que Louis XIV avait tués avec Madame de Montespan, c'est-à-dire le duc du Maine et le comte de Toulouse. Vous me direz que le fait d'avoir publiquement des maîtresses pour les rois était admis par les mœurs du temps. Ça n'est pas si vrai, et le marquis de Montespan ne s'accommoda pas du tout de cette situation. Il se promena à travers tout le royaume dans un carrosse orné de bois de serre. Il se plaçait au carrefour et proclamait son malheur en disant que le roi lui avait pris sa femme. Si bien que Louis XIV le fit exiler et même jeter en prison pour pouvoir plus commodément faire les tours des jardins de Versailles avec Madame de Montespan et ses petits-enfants. Le roi mourut donc le 1er septembre 1715, et sans attendre longtemps, puisque ce fut dès le 2 septembre, le duc d'Orléans se rendit au Parlement de Paris. Et ce Parlement cassa le testament de Louis XIV.
Et il nomma le duc d'Orléans régent, ce qu'il était d'ailleurs de plein droit puisque c'était le premier prince du sang. Et en échange, le duc d'Orléans rendait au Parlement son droit de remontrance. Il faut préciser que pour être sûr que tout le monde soit bien d'accord et que les choses se passent dans la joie et la bonne humeur, le duc d'Orléans s'était fait accompagner de 3000 hommes armés baïonnettes au canon qui s'étaient postés autour du Parlement. Ce duc d'Orléans, devenu régent, c'est le fils de la princesse Palatine et le neveu de Louis XIV. C'est un homme de 41 ans, fort capable. Il a même exercé un excellent commandement, si bien que Louis XIV ne lui en proposa plus jamais un seul autre. Il le tint toujours à l'écart de toute responsabilité, si bien que le duc d'Orléans s'ennuya. Or, comme vous le savez, l'oisiveté est mère de tous les vices. C'est un bon caractère et une belle intelligence qui ont été ainsi plus ou moins gâtés. Voilà donc le duc d'Orléans régent, mais les problèmes demeurent. La monarchie absolue peut-elle continuer d'exister et comment combler les déficits ?